Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de juillet, donc ceux que j'avais mis sur ma liseuse pour partir en vacances. Je n'en ai lu que 4, c'est pas énorme, normalement en un mois je lis plus que 4 livres, mais là évidemment j'avais mieux à faire que lire. Parfois, voilà, on a d'autres choses à faire que lire. Je ne regrette pas du tout d'avoir lu que 4 livres, je n'en avais pas envie, j'avais pas envie de lire plus, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Et voilà, je vais me rattraper au mois d'août et c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur L'ivresse des libellules de Laure Manel. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose de Diane Ducret. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Shades of Magic de V.E. Schwab. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant des malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. On commence tout de suite avec L'ivresse des libellules de Laure Manel. C'est un livre que j'ai littéralement englouti, donc je vous parlais d'un rythme de lecture un petit peu ralenti, ce livre aussi n'en fait pas du tout partie, parce que je pense que je l'ai lu sur 2 jours, en fait pendant les transports, parce que à Bruxelles mon vol a eu du retard, donc j'ai eu beaucoup le temps de lire, puis les vols étaient très très longs, donc même si j'ai dormi et regardé des films, j'avais quand même un peu de temps pour lire, et puis en arrivant au Pérou j'avais encore du bus à faire, bref, j'ai eu beaucoup le temps de lire dans les transports et donc j'ai terminé très rapidement L'ivresse des libellules. C'est un livre qui comporte des défauts, mais c'est un livre qui correspondait à ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Pour ce qui est du résumé de l'histoire, en fait, on se retrouve en vacances avec plusieurs couples d'amis qui ont décidé de partir ensemble dans le sud de la France sans leurs enfants. Donc c'est des couples d'une quarantaine d'années et voilà, ils décident de partir sans aucune contrainte entre guillemets, même si bien sûr on ne peut pas considérer que les enfants sont une contrainte, mais en tout cas pour le personnage principal féminin qu'on suit, c'est le cas. Donc elle est très très contente d'avoir réussi à convaincre tout le monde de partir sans les enfants, parce que pour elle, ça va pouvoir être des vacances un peu plus reposantes et plus sympas qu'avec les enfants des autres. Évidemment, cette personne n'a pas d'enfants. Et donc on suit les vacances de ces couples d'amis, et forcément, comme vous vous en doutez, tout va pas se passer comme prévu, sinon il n'y aurait pas de roman. Quand je vous avais parlé de ce livre dans ma pile à lire, je vous avais dit que le synopsis comme ça me faisait penser au Petit Mouchoir, le film de Guillaume Canet. En fait, en le lisant, j'ai pas du tout pensé au Petit Mouchoir parce que il n'y a pas la profondeur qu'il y a dans les Petits Mouchoirs. Il n'y a pas un enjeu dramatique comme il y a dans les Petits Mouchoirs. De nouveau, sur une comparaison cinématographique, ça m'a plutôt fait penser au film français Barbecue. C'est vraiment une comédie, c'est à prendre de manière très légère. Alors, certes, c'est un thème qui est vu et revu. Honnêtement, les vacances entre amis où il y a des petites déconvenues qui se passent, c'est un thème qu'on a énormément exploité, que ce soit dans les livres ou dans les films. En tout cas, c'est un thème qui n'était pas du tout neuf pour moi. Je pense que je n'avais jamais lu de livre sur ce thème, mais c'est simplement parce que je regarde plus facilement un film très léger que je ne lis un livre très léger, en général. Mais là, j'avais envie de ça, et j'avais envie de découvrir La plume de Laure Manel, et donc j'avais choisi cet e-book là. Donc vraiment, rien d'original dans le thème, et en fait, rien d'original non plus dans le traitement du thème. Alors je sais que là, je vous donne pas du tout envie de le lire, mais en réfléchissant un petit peu a posteriori, je me dis que ce livre, je l'ai apprécié sur le coup parce que j'avais envie de lire quelque chose de facile et de pas prise de tête. Sûrement que si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais pas eu le même ressenti. Donc pas original ni dans la thématique ni dans le traitement de la thématique, et pas original dans les personnages non plus parce que les personnages sont très stéréotypés. Surtout les femmes. En fait, ce qui se passe, c'est que les femmes ont chacune une personnalité bien définie, et j'ai trouvé que pour les hommes, c'était pas le cas. Les hommes, à part un, ils sont tous assez interchangeables, ils n'ont pas vraiment d'identité bien marquée. En tout cas, je trouvais qu'on suivait beaucoup plus les femmes, et alors les femmes sont stéréotypées. Donc il y a la contrôle fric qui veut absolument tout diriger, qui veut tout choisir, qui veut tout organiser. Il y a la femme qui est complexée par ses rondeurs et qui a l'impression que son mari ne la regarde plus. Il y a la femme qui est un peu bio, qui a très peur des microbes, etc. Et puis il y en a une qui est plus chill et avec un caractère un petit peu moins marqué. Mais donc c'est vraiment des gros clichés. Et les hommes, c'est un peu un gros cliché ambulant parce que ils gèrent rien, ils cuisinent pas, ils font pas le ménage, ils s'occupent pas des activités, ils sont là, ils jouent au badminton, enfin c'est un peu, voilà, c'est un peu cliché, c'est même très cliché. En fait quand je vous explique le livre comme ça, je me demande pourquoi moi je l'ai apprécié, mais on va savoir. Et alors aussi l'histoire,
Bah, c'est un petit peu cousu de fil blanc. Il y a quand même certains éléments qui sont facilement devinables au fur et à mesure de la lecture. Donc rien de révolutionnaire et pourtant c'est une petite lecture légère, c'est une petite lecture parfaite pour l'été. L'écriture de Laure Manel est très fluide, les pages se tournent toutes seules, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer, même si comme je vous le disais, il n'y a pas 2000 rebondissements. Ben voilà, moi c'était ça que j'avais envie de lire à ce moment-là, donc c'est un livre qui n'est absolument pas exempt de défauts, et les défauts sont même très gros. Je pense que si je le lisais peut-être maintenant, le livre n'aurait pas du tout la même note sur un livre addict, mais comme j'avais envie de quelque chose de léger, ça a marché et je me suis surprise à le lire très très vite, je me suis surprise à avoir envie de le continuer. Et je dois quand même aussi reconnaître qu'au fur et à mesure les personnages, enfin surtout le personnage féminin principal, je suis désolée, je crois qu'elle s'appelle Sibylle mais je ne suis plus sûre du prénom, donc celle qui veut absolument tout contrôler, s'adoucit un petit peu et se calme un petit peu, donc parfois on va plus vers des nuances, mais c'est clair que c'est pas un livre révolutionnaire, donc si vous êtes dans une optique où vous voulez lire quelque chose de profond, ne lisez pas ce livre. Si vous voulez vous vider la tête, lire un petit truc sympa, allez-y. Après ça, j'ai lu La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose de Diane Ducret. Vous voyez que là, je suis partie sur des lectures un peu plus légères que ce que je fais d'habitude. Mais en fait, il y avait que celle-là qui fonctionnait pendant tout un temps de mes vacances, donc je n'arrivais pas à lire autre chose. Je m'étais en même temps plongée dans Shades of Magic avant de commencer La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose. Mais j'avais pas envie d'un univers trop complexe, j'avais pas envie de devoir réfléchir à chaque fois que je me remettais dans le bouquin, ah oui c'est vrai, on en était là. Donc je l'ai mis de côté et j'ai commencé La meilleure façon de marcher, celle de Flamand Rose. En fait ce livre nous raconte l'histoire vraie de Diane Ducret. Donc ça commence en Pologne, elle se fait larguer par SMS par son copain. On part là dans du bon cliché de la chick lit. La manière dont c'était fait ne me convenait pas vraiment. Donc ça c'est le premier chapitre. Heureusement après, on va aller quand même dans quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'on replonge dans le passé d'Énaïde. Donc Énaïde, c'est un anagramme du prénom de Diane, hein. Donc on va aller dans le passé d'Énaïde et on va voir qu'en fait elle a traversé plein de choses super difficiles, notamment, on l'apprend tout de suite, c'est pas du tout un spoil, l'abandon par sa mère et puis un accident qui surviendra quelques années plus tard. Ici, mon avis est un peu mitigé. Parce que, en fait, c'est très particulier. Je sais que c'est l'histoire vraie de Diane Ducret, et pourtant je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce livre était un peu too much. C'est-à-dire qu'on a vraiment une succession d'événements dramatiques qui s'enchaînent, et je trouvais que c'était pas crédible du tout. Et pourtant, je ne faisais que me dire, mais c'est l'histoire de l'auteur, donc c'est vrai. Mais je pense que c'est dans le traitement de l'histoire que j'ai eu un souci, c'est qu'en fait, on n'a jamais de recul sur les événements, on enchaîne juste comme ça les anecdotes entre guillemets. Et donc voilà, forcément il y a une anecdote super trash et puis 3 ans plus tard il y en a une autre, mais on n'a pas du tout de laps de temps, un peu de tranquillité entre ces anecdotes. Et je sais pas comment expliquer, j'ai trouvé ça un peu lourd parfois. Et j'ai trouvé ça trop gros, il y avait trop de choses. Peut-être qu'elle aurait dû se focaliser sur un des malheurs qu'elle a connus et pas tout traiter ensemble parce que je trouvais qu'au final rien n'était creusé. Il y a plein de thématiques super importantes et super intéressantes qui sont abordées, mais toujours en surface et toujours de manière superficielle parce qu'on n'a pas le temps. C'est un roman qui fait, je sais pas, 300 pages, quelque chose comme ça. On n'a pas le temps de s'attarder sur chacune des thématiques. On les brosse comme ça très superficiellement. C'est ça qui m'a un petit peu gênée dans ce roman. Après, je vous cache pas qu'il y a des beaux moments d'émotion. Donc il y a vraiment des moments où j'étais pas dans l'histoire, mais il y a des moments où je replongeais dedans vraiment, et notamment la fin, je trouve que la fin est émouvante et que la fin est réussie. Donc il y a du bon et du moins bon. Je dois reconnaître que j'ai pas été spécialement très fan de l'écriture de Diane Ducret. Elle essaye de mettre des tons d'humour qui ne m'ont pas du tout fait rire. En fait, moi, de manière générale, j'ai un problème avec l'humour dans les livres, ça ne me fait jamais rire. Donc voilà. Alors, vous pouvez vous dire ce que vous voulez, que je suis pas marrante, c'est pas grave, mais je sais pas comment expliquer. En fait, je préfère quand il n'y a pas d'humour dans la littérature. Ça marche pas sur moi. Donc, par exemple, Virginie Grimaldi, tout le monde trouve que c'est marrant. Moi, dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est justement le personnage marrant, la plus jeune des filles, Lily, je pense,
qui détourne toutes les expressions de la langue française, que tout le monde trouvait très drôle, mais moi c'est ce personnage qui a fait que le livre a perdu de sa valeur, parce que ce personnage m'énervait. Donc voilà, les traits d'humour dans la littérature ne m'amusent pas, mais c'est vraiment très très personnel, et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Je respecte totalement qu'on aime ça, hein. Évidemment, je ne reprocherai jamais à quelqu'un d'aimer l'humour, bien sûr, on s'entend. Mais comme je vous dis, il y a de beaux moments d'émotion quand même, mais trop de choses éparpillées. Bon, je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que je suis un peu piquante dans ce point lecture, mais c'est pas grave. On passe au livre suivant, donc c'est Shade of Magic de V.E. Schwab, un livre de fantasy, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de lire. C'est un livre qui a un petit peu été encensé partout sur Booktube. C'est un bon livre, mais je vais directement y aller. Je ne comprends pas pourquoi il est autant encensé. Mais j'ai bien aimé, hein. Shade of Magic, c'est un livre qui va nous plonger dans un univers particulier. En fait, c'est un monde dans lequel il existe 4 Londres, donc la ville de Londres. Il y a le Londres gris qui correspond à notre Londres à nous, c'est un Londres sans magie. Il y a le Londres rouge, donc là c'est un monde où la magie existe et est assez flamboyante, c'est une magie assez positive. Puis il y a le Londres blanc, qui est dominé par des dirigeants extrêmement sadiques et malsains. Et là, c'est un monde quand même moins sympa. Et puis il y a le Londres noir, qui est un monde où la magie a vraiment été trop loin, et du coup, ce monde est fermé. Autrement, nous, on va suivre le personnage de Kel, qui est un messager, un Antari, c'est-à-dire qu'il est capable de passer entre ces différents Londres pour communiquer, passer des messages entre les différents mondes qui peuvent exister. Il a également un collègue qui fait la même chose, donc il y a 2 Antari. Et en parallèle, on va rencontrer le personnage de Lila, qui est une jeune voleuse dans le Londres gris. Et vous vous en doutez, ces 2 personnages vont finir par se rencontrer et par vivre une aventure à 2. C'est un roman super intéressant au niveau de l'imaginaire qui a été créé, parce que je trouve que les mondes créés sont très innovants, très intéressants. C'est très bien fait, c'est très bien ficelé. Donc je trouve cette idée d'avoir créé des Londres parallèles comme ça super intéressante. Et chaque univers est bien défini. Celui que j'arrive moins à imaginer dans ma tête, c'est le Londres blanc. Mais en tout cas, le Londres gris et le Londres rouge, je les vois vraiment bien. Je les ai très bien imaginés. Et ça, c'est en grande partie dû à l'écriture de V.E. Schwab. Enfin, c'est une traduction que je l'ai lue, je l'ai pas lue en langue originale. Mais c'est une plume riche, c'est une plume descriptive. Et moi, j'aime bien ça parce que je trouve ça important dans un roman de fantasy de bien me repérer les lieux. Sinon, je trouve que c'est hyper difficile d'imaginer les scènes vu que on connaît pas les décors dans lesquels ça se passe. C'est pas comme pour un contemporain où on pourrait imaginer, on dit ils sont dans un café, ben on sait à quoi ça ressemble un café, on peut imaginer. Ici, comme tout est différent de notre univers, sauf dans le Londres gris, et ben j'ai trouvé que c'était très bien décrit et que c'était vraiment bien fait. Pareil, les personnages sont bien exploités, en particulier le personnage de Lila, parce que c'est une jeune femme hyper forte, c'est un personnage assez féministe que j'ai bien aimé. L'intrigue est sympa, mais c'est là que ça pêche un peu pour moi, c'est que l'intrigue n'a rien de hyper extraordinaire, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça se développe plus dans les tomes suivants, mais j'ai trouvé l'histoire assez linéaire en fin de compte. J'ai pas été complètement surprise par ce qui se passe, j'ai plus aimé l'univers mis en place et les personnages que l'histoire en elle-même. Donc c'est un peu ça le problème que j'ai eu avec ce bouquin. En plus, ça je sais que c'est très propre à moi, mais je trouvais que sur la fin il y avait beaucoup trop de rebondissements et de scènes d'action. Je préfère les scènes d'ambiance. Donc j'ai vu sur le livre addict que plein de gens avaient un peu critiqué le début du roman en disant que c'était trop lent, etc. Mais moi j'ai préféré le début à la fin. Donc moi j'aime bien quand on prend le temps d'installer les univers, je trouve que c'est intéressant. Et la fin, bah, c'est plein de, chaque fois, de scènes, de batailles, de retournements de situation. J'étais ah bon, encore un et à la fin j'ai trouvé ça un peu long. Mais c'est un bon roman de fantasy, honnêtement, pour moi qui n'en lis jamais, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça intéressant et bien fait. Donc pourquoi pas lire le 2e tome. J'ai pas été complètement retournée, mais j'ai passé un bon moment et c'est ça le plus important. Et on termine avec Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Je vous avais dit dans ma vidéo pile à lire que j'ai eu une phase où j'ai regardé
plein d'épisodes du dessin animé Les Malheurs de Sophie que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Et du coup, j'ai eu envie de lire l'œuvre originale de la comtesse de Ségur, qui est donc un roman, je crois, du 19e siècle, je suis même presque sûre, à destination des enfants. Et ça se voit que c'est à destination des enfants dans le sens où, à contrario de Shade of Magic, ici il y a très peu de descriptions. Et on est beaucoup dans les dialogues, donc ça ressemble presque à des pièces de théâtre parce qu'on voit le nom des personnages, deux points, et ce qu'ils disent. Donc on est vraiment dans du dialogue quasi tout le temps, donc c'est très facile à lire, ça se lit très très vite. Et en fait, chaque chapitre, c'est un épisode de la vie de Sophie, en général une bêtise faite par Sophie. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Sophie c'est une petite fille au 19e siècle qui vit dans une famille française très très riche, elle vit en Normandie, et elle vit avec ses parents dans un grand château, et elle ne peut pas s'empêcher de faire plein de bêtises. En gros, voilà le résumé. Ça me fait pas très envie comme ça. Honnêtement, j'ai été déçue par l'œuvre originale. Je préfère vraiment, vraiment, vraiment le dessin animé. Pourquoi? Parce que je trouve que le personnage de Sophie est problématique. Je sais que le but de la comtesse de Ségur avec ce personnage, c'était de montrer aux enfants qu'il ne fallait pas faire de bêtises. Parce que Sophie fait vraiment des bêtises tout le temps. Elle tire jamais de leçon de ses erreurs. Elle se fait souvent punir par sa maman, qui parfois a recours à des procédés qui ne seraient plus trop validés aujourd'hui, du style les coups de fouet. Et donc j'imagine que le but, c'était de montrer aux enfants qu'il fallait pas faire comme Sophie. Mais Sophie, elle m'énervait vraiment, vraiment dans ce bouquin. Elle m'énerve un peu dans le dessin animé parce que, bon, on se dit, ok, t'es jeune, mais à un moment, tu comprends bien que là, tu vas encore te faire engueuler. Elle fonce quand même. Mais en plus, dans le dessin animé, elle a un côté, vous allez peut-être rire, mais carrément psychopathe. Je suis désolée de le dire, mais Sophie est psychopathe. Elle torture et tue un nombre incalculable d'animaux dans ce bouquin. J'ai vraiment pas du tout aimé ça, quoi. Honnêtement, j'ai pas aimé ça parce que premier animal qu'elle a, elle le bute. Ok, elle fait pas exprès. Mais ses parents lui offrent des animaux et des animaux. À un moment, les animaux, c'est pas des jouets. Je pense qu'on n'avait pas du tout, je suis même sûre qu'on n'avait pas du tout la même conception du bien-être animal au 19e par rapport à aujourd'hui. Mais pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est... Enfin, en tout cas, pour un lecteur d'aujourd'hui sensible au bien-être animal comme je peux l'être, c'est vraiment c'est énervant. On prend les animaux pour des jouets, clairement. Ah il est mort, tant pis, enfin... Et je trouve que ça met beaucoup trop longtemps avant que ses parents se disent « Ah on va plus lui acheter d'animaux, elle en a au moins tué 10 », quand ils se disent « Oh non, maintenant, elle a plus d'animaux hein. ». Je me suis dit « Mais c'est quoi cette histoire, quoi ?» Et aussi les épisodes des bêtises faites par Sophie sont assez redondants, assez répétitifs parfois. Ça se lit bien, ça se lit facilement, mais c'est moins bien pour moi que les dessins animés qui ont un peu adouci tout ça. C'est-à-dire que dans les dessins animés, elle ne tue pas les animaux. Elle n'est pas forcément gentille avec les animaux, mais ils ne meurent pas. Dans mon souvenir, il n'y en a aucun qui meurt dans le dessin animé. Et surtout, il y a certains épisodes qu'on retrouve quasiment tels quels dans le bouquin, mais dans le dessin animé qui sont un peu plus approfondis et un peu plus creusés. Donc voilà, si vous voulez découvrir la meilleure de Sophie, peut-être regarder les dessins animés qui sont tous sur YouTube. Le bouquin, pourquoi pas, si vous voulez vraiment le découvrir. Après, je ne suis pas fermée, enfin d'ailleurs je l'ai téléchargé sur ma liseuse, à lire le deuxième tome, Les Petites Filles Modèles, parce que je connais très bien l'histoire, qu'on va basculer dans quelque chose de totalement différent. Le drame n'est pas encore arrivé à la fin des Malheurs de Sophie, mais il arrive au début des Petites Filles Modèles, et donc pourquoi pas, je serais curieuse de lire ça parce que je sais que le caractère de Sophie va changer avec cet événement, donc j'essaierai peut-être de lire Les Petites Filles Modèles, je vous tiendrai de toute façon au courant. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu, j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'avais des trucs à sortir, que j'étais un peu remontée contre mes lectures parfois, mais comme vous l'avez vu, c'est pas un bilan forcément méga positif. Bon, après, j'ai pas passé des mauvais moments de lecture, mais j'espère quand même faire de meilleures lectures en août parce que ça, c'était pas non plus exceptionnel. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez beaucoup lu au mois de juillet ou pas, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!